Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Répartascience. Une fois n'est pas coutume, nous sommes avec le plus belge d'entre nous, Nathanaël Larigaldi. Comment ça va, Nathanaël? Ça va bien, merci et toi? Ça va super, à part cette petite voix que je vais avoir tout le long de, de l'épisode. Et alors, pourquoi je vais vous parler de cet épisode? J'ai éteint le, le lien. Bon, j'ai créé sur The Conversation un petit billet de blog sur pourquoi ce serait intéressant pour les chercheurs d'adopter une vision systémique de l'éducation, notamment pour que les chercheurs en psychologie sociale réfléchissent à la différence entre adopter une vision individuelle de l'élève et adopter une vision systémique de ça veut dire quoi l'éducation de l'élève. Et en fait, quand j'ai écrit ce billet de blog, je me suis dit, il faut absolument qu'on en fasse un podcast. J'ai trouvé l'invité idéal quasiment immédiatement que j'avais invité à ce moment-là, et c'est Camilla. Merci Camilla d'être avec nous. Et comment ça va? Bonjour, merci à vous d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité pour le podcast. Eh ben, écoute, ça va très bien, après une petite grippe, mais ça va. Content d'être là. Eh ben, très content de t'avoir aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, donc je suis Camilla Kamzina, je suis maîtresse de conférences en psychologie sociale de l'éducation à l'Université de Lille. J'ai été recrutée là en mois de septembre de 2024, donc toute fraîche et toute jeune maîtresse de conférence. Donc moi je travaille dans le domaine de la psychologie sociale de l'éducation, et notamment mes travaux de recherche portent sur l'éducation inclusive. Pour la mise un petit peu en contexte, parce qu'on va pas mal parler de cette notion-là, mais aussi de manière très large. L'éducation inclusive, c'est lorsqu'on parle de l'inclusion de tous les élèves, indépendamment de leur background économique ou culturel, ou des difficultés comportementales ou psychologiques. Donc l'inclusion de tous ces élèves dans le milieu ordinaire, donc dans une école ordinaire avec tous les autres élèves. Donc les allophones, par exemple, ceux qui viennent d'arriver en France, qui ne parlent pas le français, ou les personnes qui sont atteintes de troubles du spectre autistique ou dyslexie, par exemple, doivent être tous inclus dans le système ordinaire. Donc voilà, je travaille sur ça, et notamment comment on peut promouvoir cette éducation inclusive dans les écoles ordinaires françaises. Et tu travailles à tous les stades, c'est-à-dire de la maternelle à l'université, ou tu es focalisé sur un point Alors, particulier? les études que je mène, donc les questionnaires ou les entretiens, parce que j'utilise la méthode mixte, se focalisent que sur le premier et second degré. Donc, du coup, je reste dans l'éducation euh, Les plus primaire, jeunes. Ouais. secondaire, voilà. Mais pas à l'université, non. D'accord. Et dernière question, donc la plupart de tes études, tu dis c'est des entretiens et des questionnaires, donc plutôt Ouais. auprès des élèves et des professeurs, pas des enseignants. Alors, moi, je me concentre pour l'instant que sur les enseignants, et c'est de ça que je parle un peu. Donc, moi, j'étudie les facteurs qui influencent la mise en place des pratiques inclusives chez les enseignants et les enseignantes. Ok, super, super. Bon bah voilà, vous avez découvert Camilla, c'est passionnant ce qu'elle fait, vous allez le voir dans le reste de l'article. Donc cet article que tu nous as trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors c'est un article un petit peu vieux par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, vu qu'il date de 2015, donc ça fait 10 ans qu'il est là. Est-ce que tu peux me dire déjà comment tu l'as trouvé cet article? Alors, bon, je vais pas faire la pub de Google, mais du coup, c'est Google Scholar. Sinon, mais en fait, je ne savais pas, enfin, je ne savais pas. Quand tu m'as contacté, j'avais pas tout à fait compris dès le début ce que tu voulais que je dise exactement. Et du coup, j'ai un peu développé cette idée-là sur quelques échanges qu'on a eu avec toi. Sur, voilà, c'est les interventions qu'on fait au niveau individuel ou au niveau systémique. Et en fait, j'ai regardé un petit peu les articles qui parlent de ça. Et voilà, je suis tombée sur cet article-là. C'est vraiment le pur hasard, hein. Je l'avais pas, je connais pas les auteurs. Voilà. Mais du coup, je me suis dit, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, bah en fait, c'est exactement de Ouais. ce qui peut intéresser pour cet épisode.
Ouais, enfin, exactement, tu tapé super juste. Ouais. Est-ce que toi, c'était des questions que tu t'étais déjà posées avant? Donc la question de la vision que peuvent avoir, les chercheurs et les psychologues de l'éducation, en tant que moyen d'améliorer les individus versus moyen d'améliorer l'éducation de manière générale? Alors, oui, non. En fait, c'est vrai que dans mes études, je me concentre vraiment sur les variables personnelles. Donc, c'est par exemple les attitudes des personnels des enseignants envers l'éducation inclusive ou les pratiques inclusives des enseignants. Tout en gardant en tête qu'en effet, c'est inclus dans le système plus global, hein, parce qu'il n'y a pas que les enseignants, mais il y a aussi le système qui existe. Donc en France, ça s'appelle l'éducation nationale. Mais c'est une petite idée que j'ai gardée toujours en tête, sans vraiment me. Et c'est pour ça que j'ai trouvé en fait ta proposition de faire ce podcast sur cette thématique-là, ça m'a en fait forcé entre guillemets de réfléchir à cette question-là. Donc Oui, du coup, ouais. je suis contente d'être là en fait. Et bah, c'est super. Moi, je suis très content que tu sois là aussi. Et bah, écoute, on va commencer. Donc, c'est l'article qui s'appelle, Comment, remédier, aux inégalités liées aux éducations spécifiques? Comment tu dirais special education en français? Éducation spécifique? Éducation, mince, Besoins j'ai spécifiques, pour moi, on alors dirait oui, besoins c'est éducation spéciale. spécial, OK. Pardon ce terme-là. À travers des changements systémiques, la contribution, des consultations organisationnelles, sur base écologique. Donc on va définir ces termes-là parce que c'est des termes un peu compliqués. Donc j'ai pris pas mal de notes, et donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours ou à m'arrêter si vous voulez ajouter des points ou des commentaires par rapport à tout ça. C'est éducation Heu, spécialisée. Voilà, c'est revenu. spécialisé, OK. Voilà. Bon, je vais Bon, essayer je sais pas de bien me moi. souvenir de ce terme-là, mais donc voilà, c'est l'idée, c'est de se dire: «OK, est-ce qu'on peut améliorer, l'éducation spécialisée en modifiant notre perception de ce qu'est l'école et de ce qu'est l'éducation, plutôt que d'améliorer ce que peuvent faire et ce que peuvent dire et ce que peuvent être les éducateurs spécialisés en tant qu'individus. C'est ça l'idée. Donc ce Ouais. que dit en premier Dunn en 1968, donc c'était vraiment il y a très longtemps, c'est que les enfants qui proviennent de cultures différentes et de cultures minoritaires ont plus de chances et enfin, plus de probabilités d'avoir des éducateurs spécialisés, comme peuvent l'être des élèves handicapés. Or, enfin, ils ne sont pas handicapés, ils devraient pas avoir besoin d'une aide spécifique, de par le fait qu'ils proviennent d'une culture minoritaire. Et donc ce que dit Dunn, c'est que c'est aussi une manière de les exclure du système, scolaire. Oui. Pour l'instant, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment lu j'ai lu une phrase de l'article. Et le problème par rapport à ça, c'est que, bah, ça va à l'encontre d'un système éducatif qui serait inclusif. Ça, c'est aussi un terme que tu as déjà beaucoup, utilisé, dans lequel les enfants auraient les mêmes égalités des chances, c'est-à-dire un système dans lequel, bah, on réussit moins à l'école en fonction de sa qualité de travail et non pas en fonction d'un filtre qui apparaîtrait plus tôt et qui empêcherait certains d'avoir les mêmes chances que les autres. Et donc c'est un système dans lequel on ne sépare pas les élèves entre ceux du groupe culturel dominant qui, eux, peuvent continuer à l'école et les autres qui, parce qu'ils proviennent d'un système culturel un peu différent, ne pourraient pas avoir les mêmes chances que les autres de rester avec le groupe culturel dominant dans l'école. Et donc la question qui se pose là, c'est comment changer ce système culturel éducatif pour qu'il soit plus inclusif des élèves différents et en se posant cette question d'un point de vue interdisciplinaire, c'est-à-dire en partant de concepts de la psychologie et de la sociologie, hein, il y a les deux qui sont adoptés, mais aussi des contextes organisationnels, des contextes économiques, etc. Donc c'est vraiment repenser la vision de l'école en prenant en compte toutes les disciplines qui sont associées à l'école. Et entre autres, ça pose des questions de qu'est-ce qu'il faut changer à l'école pour la rendre plus inclusive? Et pour ça, ce que dit l'article, c'est qu'il faut changer déjà la mission et la vision de l'école. Il faut changer la culture scolaire. Il faut changer les relations entre communauté, famille et école, les règlements intérieurs de l'école, les procédures internes à l'école, l'allocation des ressources à l'intérieur de l'école, entre les écoles et entre les élèves, et la collaboration entre les professionnels dans l'école et à l'extérieur de l'école. Ce qui est donc un vaste programme à faire. Mm. Ça fait beaucoup, beaucoup Ça d'un paraît coup. énorme, ouais, comme changement.
Mais en fait, c'est assez nécessaire. En fait, ce qu'ils disent, c'est que, effectivement, ça fait de gros changements, mais par contre, c'est pas un changement qui permet juste de modifier un biais lié à l'éducation spécialisée. Ça permet de remédier à beaucoup de biais, à l'école et notamment des biais qui font que des élèves n'ont pas les mêmes chances que les autres, indépendamment du fait que ce soit, lié à des cultures, dominantes ou pas. Ça peut aussi remédier à des biais du style, les filles enfin, on filtre par le système scolaire les filles euh, dans les mathématiques, où on Mhm. voit qu'au fur et à mesure des années, bah, il y a moins en moins de filles qui sont en mathématiques. Et en fait, il y aurait tout un tas de filtres qui peuvent disparaître si on produit un changement systémique. Oui. Alors, je continue. On observe que la plupart des élèves qui sont mis à la marge de l'éducation nationale le sont depuis des années, mais on n'est pas d'accord sur pourquoi ils sont mis à la marge. Est-ce qu'il y a des biais plutôt racistes de la part de certaines personnes? Est-ce qu'il y a des règlements qui sont plutôt discriminatoires? Est-ce qu'il y a des pratiques d'inclusion qui existent? Il y a des pratiques d'inclusion qui existent, mais qui sont inappropriées, qui donc mettent ces élèves en difficulté. Et donc, en fait, on ne sait pas ce qui cause ce problème-là. Et évidemment, vu que le problème est systémique, il n'y a pas une cause, il y a plein de causes qui agissent et qui interagissent et qui confirment le problème. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que les chercheurs du domaine de l'éducation, que ce soit des chercheurs en éducation, des chercheurs en psychologie et des chercheurs en psychologie, eux, ils agissent principalement sur l'identification de besoins d'éducation spéciaux en se basant sur un aspect social et sur un aspect contextuel et pas sur les difficultés réelles de l'enfant. C'est-à-dire que la plupart des chercheurs s'intéressent aux problèmes d'un niveau individuel, mais ne s'intéressent pas aux problèmes au niveau systémique. C'est-à-dire, typiquement, ils se posent la question de est-ce que les éducateurs spécialisés font bien les choses? Ou alors, est-ce que les élèves sont bien accompagnés? Mais ne se posent pas la question de est-ce que les réglementations dans les écoles ou est-ce que la perception de l'école par la société, etc., reflète une inclusivité des élèves? Fait partie quand même du principal problème. C'est qu'en fait, c'est la vision de l'éducation, la vision de l'élève qu'on doit réfléchir et pas se poser la question de est-ce que les éducateurs spécialisés font bien leur boulot ou est-ce que les élèves sont bien accompagnés en tant que tels. Exactement. Et surtout, et oui, et il faut quand même agir malgré le fait qu'on ne connaisse pas des causes, qu'on n'a pas réussi à définir correctement les causes, il faut agir parce que les élèves et les éducateurs en souffrent. Alors les élèves évidemment en premier parce que c'est quand même eux qui sont pénalisés par ce manque d'inclusivité, mais les éducateurs aussi parce qu'on leur dit c'est vous qui êtes responsables, Exactement. voici des solutions et en même temps on leur propose des solutions qui ne sont pas efficaces. Mm. C'est comme si en fait on mettait tout le poids du système sur les épaules des éducateurs, en voulant travailler plus sur les variables. Enfin, en tout cas, c'est ce que je comprends de l'article et c'est ce que je vois sur le terrain, en voulant étudier les caractéristiques personnelles, en agissant sur les caractéristiques personnelles qui relèvent des éducateurs, enfin, ou des enseignants. On peut faire un parallèle là parce que tu parlais aussi de l'autisme. Oui. On peut faire un parallèle aussi avec l'autisme à ce niveau-là où c'est intéressant de voir les visions qu'on peut avoir de l'autisme au cours de l'histoire, où on a vu typiquement que la psychanalyse mettait beaucoup la faute de l'autisme sur Mhm. les mères pendant Ouais. très longtemps, en disant bah, c'est. Alors ça dépend de la psychanalyse, mais entre ceux qui disent c'est parce que vous l'avez trop aimé, vous l'avez trop couvé, et ceux qui disent vous l'avez pas assez aimé, vous l'avez pas assez couvé, et ceux Mm. qui disent les deux en même temps, c'était de toute façon la faute des mères. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on a une vision, typiquement, il y a voilà, des livres type Neurotribu, etc., qui Mm. disent non, mais en fait, l'autisme, c'est pas forcément un trouble, c'est plutôt une manière différente d'être humain, des personnes qui pensent un Mm. peu différemment, etc. Et qui du coup disent, mais non, mais en fait, il faut changer notre vision de ce qu'est l'autisme comme n'étant pas un trouble pour se rendre compte que Exactement. c'est pas forcément un problème pour tout le monde. Donc on voit Exactement. aussi ici qu'il y a un changement systémique qui s'est opéré où Mm. on ne met pas l'accent que sur la responsabilité d'une personne, mais on met l'accent sur une vision du monde de ce qu'est être autiste. Exactement. Mais après, donc, en fait, en lisant cet article-là, ce qui m'a aussi évoqué, c'est que on peut blâmer, enfin, peut-être blâmer, c'est un mot très fort, mais on étudie beaucoup les facteurs personnels qui relèvent des enseignants, comme par exemple les attitudes, les comportements des enseignants ou des éducateurs. Mais en même temps, la représentation que les acteurs ont fait partie de la construction de la représentation dans le système. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais donc en fait, c'est de ça
Que je sais pas si tu as des réponses à cela. Enfin, ça, c'est un peu ça va dans les deux sens, quoi, mais on peut en discuter plus Non, tard. mais Désolée. ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, enfin, c'est effectivement, alors, est-ce que le bon terme, c'est blâmer, mais en fait, responsabiliser. C'est ça. Et en fait, c'est facile, en fait, de trouver le mouton noir en disant, bah, c'est vous qui êtes Voilà. au cœur Mm. du processus, donc c'est vous les responsables. Alors qu'en fait, bah, quand tu es un médiateur, en fait, il y a quelque chose au-dessus, il y a une chape de plomb au-dessus qui fait que la société te voit comme étant responsable, mais en même temps, se pose pas la question de comment on pourrait faire en sorte que ce soit plus facile pour toi d'agir. Voilà. Mais du coup, ça peut aller dans un autre sens, dans le sens que, bah, si on dit c'est la, enfin, entre guillemets, hein, c'est vraiment les grands discours que je tiens, mais entre guillemets, c'est la faute du système. Donc, du coup, les acteurs de ce système peuvent se dire, bah, de toute façon, c'est le problème du système. Moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Bah, du coup, tant pis. L'exemple, c'est ce que j'ai entendu hier, puisque j'ai assisté à un spectacle hier, un spectacle qui a été donné à l'Université de Lille. Et en fait, et ça m'a fait réfléchir à cela. C'est qu'en fait, par exemple, dans l'exemple de l'éducation inclusive, et c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de moyens au niveau du système, en fait, il n'y a pas de moyens à mettre en place l'éducation inclusive parce que ça demande des adaptations, les supports adaptés, etc. etc. Bon, bref. Et donc, du coup, les enseignants peuvent dire oui, vous pouvez me demander à être plus inclusif dans mes pratiques pédagogiques, mais j'ai pas de moyens. Ce qui est vrai, il n'y a pas de moyens. Mais sauf que si on s'arrête sur ça, de toute façon, en tant que chercheur, on ne peut rien faire. On n'est pas des ministres d'économie. Je ne peux pas agir sur cela. Je ne peux pas donner plus d'argent à l'éducation nationale. Moi, mon but, c'est de promouvoir, enfin, mon but, en tout cas, mon souhait, c'est de promouvoir une société plus équitable et plus inclusive. Mais donc, du coup, si on s'arrête sur le fait que c'est le problème du système, que voilà, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'initiative, etc., etc. Bah, en fait, déjà, on va plus avoir du boulot en tant que chercheur et chercheuse. Et deux, c'est que, en fait, de responsabiliser les enseignants qui font partie du système. En fait, c'est un petit peu le cercle vicieux. Ils en parlent quand même dans le reste de l'article, c'est Ouais, de se dire finalement, l'objectif n'est pas de dire c'est un système qui est responsable et il n'y a personne qui est responsable particulièrement. L'objectif, c'est quand même de se dire, on peut agir pour essayer de modifier ce système tout en gardant quand même cette idée de responsabilité-là. exactement. Ouais, Et du coup, agir sur les deux, quoi. alors, agir sur les deux, ouais, en fait, bon, on va continuer l'article hein, Ouais, pour en vas-y, vas-y. discuter, mais enfin, toute la deuxième moitié de l'article, c'est quand même l'idée de dire, OK, il y a ce problème-là qu'on vient d'identifier, il y a plein de causes, mais on ne sait pas lesquelles, il y a plein d'acteurs, mais on ne sait pas qui doit faire quoi, etc. Mais en fait, enfin, l'article, ce qu'il propose, c'est de dire les chercheurs en psychologie d'éducation et les psychologues scolaires, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, Mhm. Ouais. on peut modifier en fait leur métier pour qu'en fait leur métier, ce soit un métier d'accompagnant de la transformation de l'école et Mhm. pas d'accompagnant d'élèves qui vont pas bien. Et c'est ça en fait que Ouais. j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'en fait du coup, ils font un peu ce travail de catalyseur de dire: «Bah, on va changer notre métier», ce qui permet de changer le système autour de notre métier, ce qui permet que même si tout le reste, d'un point de vue responsabilité reste identique, bah, la vision que chacun a des autres et la vision que chacun, enfin, et l'allocation des ressources qui va être mise entre tout le monde et les relations qui vont être mises entre tout le monde vont changer parce que moi, j'impulse ce changement-là. Mhm. Et c'est ça que j'ai trouvé ça hyper intéressant dans cette deuxième partie d'article. Alors peut-être avant d'en arriver là, on peut continuer l'exploration de la première moitié de l'article. Alors j'en étais où? Oui, donc ça, c'est ce que je disais. La plupart des efforts pour changer le problème du manque d'inclusivité, c'est des interventions sur les attitudes, c'est-à-dire de changer la manière de penser des gens et modifier des pratiques inefficaces ou qui peuvent amener à des biais. Donc que des efforts qui sont centrés sur les individus. Et on n'a pas de preuve scientifique que ces stratégies basées sur les individus affectent la disproportionnalité. Alors, on n'a pas parlé du terme disproportionnalité, j'avoue que je ne l'ai pas très bien compris. Est-ce que toi, c'est un terme que tu utilises souvent ou pas? Alors, pas du tout. C'est pour ça que je n'ai pas fait trop attention sur ce terme-là. Mais en fait, je me suis dit qu'on peut le remplacer par le terme inégalité. Alors, peut-être j'ai pas raison, mais au vu de ce qu'ils développent, enfin, ouais, les auteurs de cet article-là, au vu de ce qu'ils développent comme argument tout au long de l'article, pour moi, c'était plus parler des inégalités scolaires
Ouais, pour moi, ça reste quand même, ou peut-être c'est l'une des dimensions des inégalités. Mais en tout cas, dans ce mot-là, enfin, ce terme-là, j'utilise pas dans mon. Ouais, moi, ce que j'ai eu J'utilise pas dans l'impression, c'est que disproportionnalité, ça veut dire il y a une proportion d'élèves minoritaires, enfin de Ouais, minorités ça aussi, ce que culturelles, j'avais compris. parmi ceux qui sont en lien avec des éducateurs spécialisés. Mm. Et en fait, il y a une trop grosse proportion, donc il y a une disproportion. Mhm. Donc Ouais, c'est ça. effectivement, enfin, la raison, c'est qu'il y a un problème d'égalité, Exactement. voire de biais qui sera un Mm. biais lié à la culture de la personne. Mm. Donc effectivement, ouais. Et alors, en 1998, donc pareil, il y a très longtemps, il y a un chercheur qui s'appelle Artil ou Oui. Artiles, je ne sais pas. Il dit que la disproportionnalité, donc l'inégalité, doit être compris dans le contexte social dans lequel les groupes minoritaires sont positionnés comme différents. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit dans les groupes minoritaires, il ne dit pas les individus minoritaires. Mm. Donc lui, il voit vraiment cette différence entre les groupes et non pas d'un individu qui serait placé avec un éducateur spécialisé. Mm. Et ce qu'il dit, c'est que le déficit de pensée médiatise les politiques éducatives et les pratiques en avantageant certains groupes aux dépens d'autres. Alors le déficit de la pensée, je suis pas sûr d'avoir compris ce que ça voulait dire. J'ai l'impression que ça veut dire le fait qu'on pense que ces personnes-là ne sont pas capables de penser aussi bien que le groupe majoritaire. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai compris aussi. C'est plus dans le sens des représentations, ouais, qu'on peut avoir sur les capacités, notamment cognitives, par exemple, des élèves ou des étudiants en situation de handicap. Qu'est-ce qu'il veut dire par le mot déficit? Voilà, Ouais, l'explication que j'ai trouvée, la seule qui allait plus ou moins avec ce qu'il disait dans l'article, c'est plus ouais, ouais, les représentations un peu erronées qu'on a, quoi. ouais. En fait, c'est les attentes. Ouais, Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était les attentes. On s'attend à ce qu'ils pensent moins. Et donc, en fait, quand on observe ces enfants agir, bah, en fait, on voit quand ils font des erreurs, on se dit, bah, en fait, ça confirme nos attentes. On se dit, ah ouais. bah oui, effectivement, il pense moins bien, donc il a besoin d'un éducateur spécialisé. Sans se Mmh. rendre compte que si ça avait été un élève, un garçon blanc, etc., il aurait fait la même erreur, mais on se dit, bon, bah, c'est une erreur. Ouais, exactement. Et du coup, les attentes qui proviennent aussi des représentations. Exactement, oui. Ouais, ouais. Mmh. Et donc c'est ça qui provoque des changements de politique éducative et des pratiques en avantageant certains groupes plutôt que d'autres. Et donc, ce que nous disent l'article, c'est qu'il y a les interventions qui seraient efficaces sont celles qui jouent sur ce changement de politique et de pratique éducative. Donc, les changements qui seraient efficaces, ce seraient des changements qui ne sont pas au lien, comment, qui ne jouent pas entre le lien entre l'élève et l'éducateur spécialisé, mais qui jouent sur le règlement intérieur, c'est-à-dire sur les manières, sur les procédures qu'on met en place pour définir ce qu'est un besoin d'éducation spécialisée. Et Ouais. qui ne serait pas juste, bah, cet élève fait des erreurs, mais en fait, on se rend pas bien compte qu'il fait des erreurs parce que bah, c'est normal de faire des erreurs et pas parce que bah, il y a une différence culturelle. Ouais. Exactement. Ah, c'est ce que je dis juste après avec Weinstein, Grégory et Stambler en 2004, donc il y a 20 ans, qui dit qu'on voit les enfants à travers nos attentes. Si on s'attend à ce que des enfants différents agissent anormalement, alors dès qu'ils vont s'écarter de la norme, on va confirmer nos attentes et dire que bah oui, ils ont des besoins particuliers. Alors que le Mmh. même comportement, s'il est fait par un élève du groupe majoritaire, on ne va pas lui attribuer la même raison et on ne va pas se dire qu'il a des besoins particuliers. Mmh. Et donc, Ouais, on du a coup, des c'est ouais. perceptions négatives de ces élèves qui Mmh. sont liées à des attentes négatives qui nous Mmh amènent mh. à être moins exigeants de ces élèves, à exclure ces élèves de certaines activités, à penser que les parents de ces élèves vont poser problème, etc., etc. Donc, en fait, c'est la question que se pose cet article à ce moment-là, c'est comment on fait pour changer bah, en fait, nos stéréotypes de ces élèves. Parce qu'en fait, ces élèves, il y a une des raisons qui explique, parce que vous avez bien compris qu'il n'y en a pas de raison unique, c'est des systèmes, mais il y a au moins une des raisons qui explique pourquoi ils ont besoin d'éducateurs spécialisés, c'est parce qu'en fait, on les rend, on crée ce besoin-là en ayant des attentes négatives de ces élèves. Mmh. Ce qui est quand même, Ouais. enfin, ouais, c'est quand même assez fou, quoi. C'est que finalement, on confirme, on a une perception négative de ces élèves et on la confirme. Et ensuite, ils ont ces éducateurs spécialisés. Ça va un peu mieux, mais on est moins exigeant parce que quand même, ils ont des difficultés vu qu'ils ont un éducateur spécialisé. Donc, ils réussissent moins bien. Donc, ils ne peuvent pas retourner dans le système majoritaire vu qu'ils réussissent moins bien, vu qu'on a des attentes moins exigeantes. Donc du coup, pour moi, pour récapituler tout ça, ça revient à parler de la discrimination. Alors, ils en parlent pas. C'est vrai qu'ils en parlent Ah oui, pas eux, de j'en à parle pas ce moment-là. peut-être, mais
moi, du Et coup, oui, c'est ce qui évoque dans ma tête, en fait. Et c'est ce que je vois avec l'éducation inclusive, hein. Mais continue avec l'article, ça va, enfin, ça ressort comme ça des idées. alors ensuite, ils disent que oui, et que du coup, il y a aussi des conséquences de ces attentes négatives, qui sont en fait des phénomènes sociaux. On voit que les personnes de groupes minoritaires réussissent moins bien, sont moins engagées à l'école, sont moins engagées dans la réussite scolaire, sont moins disciplinées, finissent moins leurs études, font des études moins longues, et aussi que les écoles, et là c'est important, hein, les écoles qui possèdent le plus de personnes issues de groupes minoritaires, le plus d'élèves issus de groupes minoritaires, sont moins financées, ont un personnel scolaire de moins bonne qualité, sont moins compétents ou ont un CV moins important. Et il y a aussi donc je ne sais pas trop comment le traduire, mais c'est souvent des écoles dans lesquelles il y a moins de cours spécialisés. Style, il y a moins de cours de latin, de cours de grec, comment on appelle ça, oui, de spécialité. Ouais. Donc en fait, on se rend compte même au niveau du système au-dessus, qu'en fait, on leur donne moins de chance in fine. Dès Mm. qu'il y a des élèves dès qu'il y a plus d'élèves issus du groupe minoritaire dans des écoles, on observe que globalement, ils ont moins de chance. Ces écoles-là ont moins de chance. Mm. Donc c'est aussi des discriminations. Et ça, c'est une discrimination non pas basée sur l'élève, qui existe aussi, mais des discriminations basées sur l'école. Exactement. Alors, peut-être à ce moment-là, il faudrait faire un point, qui est de dire que cet article est un article américain, pour les Oui. Américains, par les Américains. Mon avis personnel, qui peut-être est le même que le tien, tu me diras, c'est que ça existe aussi en France. Peut-être c'est moins marqué quand même, mais que ça existe aussi en France. Oui, oui. Alors, ce problème, il existe en France, ça c'est sûr et certain. Euh, alors, je peux pas comparer du coup les États-Unis là, parce que franchement, les États-Unis, j'y connais pas grand-chose, à part ce qu'on voit et ce qu'on perçoit. Mais par contre, il y a des mécanismes qui sont communs, que ça soit la société américaine ou la société française, par exemple. Enfin, du coup, je vais appeler la société occidentale. C'est ce qu'ils disent dans l'article, c'est toutes ces représentations-là qui existent dans le système. Pourquoi je pense à ça? Je pense notamment à la croyance en méritocratie. Ouais. Cette fameuse méritocratie, j'ai travaillé, en fait, j'ai commencé à travailler sur l'éducation inclusive en travaillant sur la méritocratie il y a quelques années. Et en fait, euh, cet article-là, ça m'a fait un écho à mes travaux donc d'avant sur la méritocratie, dans le sens qu'en fait, encore une fois, moi, je me suis intéressée aux attitudes des enseignants, enfin aux croyances, pardon, aux croyances des enseignants en la méritocratie scolaire. Donc, quand on veut, on peut, quoi. Mais en fait, les croyances, elles sont bien là, mais le système, en fait, la méritocratie, c'est tellement ancré dans la société que, en fait, c'est ça qui m'a un petit peu gênée dans le sens que, ok, c'est cool de s'intéresser aux croyances des enseignants en la méritocratie scolaire et de voir quelles sont les conséquences de ces croyances. Bon, je vous spoil pas, mais du coup, les conséquences sont pas extrêmement cool, plutôt négatives. Mais donc, du coup, ça ne change pas, encore une fois, on ne change pas le système. Enfin, cette méritocratie, elle reste là. Et donc, du coup, c'est pour revenir à ta réflexion, c'est cette méritocratie, qu'elle existe aux États-Unis ou en France, c'est toujours la même chose, en fait. Ouais, il y a un point qui m'a beaucoup touché. En fait, j'ai beaucoup discuté avec Céline Darnon sur ces sujets-là. Ouais. Et un point qui m'a beaucoup touché, c'est l'idée que, bon, en France, donc évidemment, les États-Unis, ça doit être encore pire, mais en France, Hum, notre société est une société compétitrice. ouais, C'est-à-dire, on explique aux gens, si vous voulez ce poste, il faut faire une grande école. Et exactement. même si vous faites une grande école, bah, vous serez 5 sur le poste, donc il faut que vous soyez le plus flexible. Il faut que vous soyez celui qui cherche le moins à négocier votre salaire, ou il faut que vous soyez Exactement. faut être celui qui soit le plus compétitif. Hum, Et on dit en même temps aux élèves, et on dit aux enseignants, il faut développer la coopération parce qu'on sait que la coopération, c'est ce qui fait que les élèves réussissent le mieux. mhm. Et à un moment donné, ça ne matche pas. C'est-à-dire que les élèves, à la fin, ils savent que ils seront discriminés, enfin discriminés, pas dans le Ah ouais. sens qu'il y a une discrimination, mais discriminés dans le sens Mhm. on les filtre, on les trie, ils sont triés en fonction C'est de la leurs notes. fonction sélective de l'école. Ouais. Et donc, c'est la fonction de l'école de trier les élèves. C'est triste, mais bon, enfin, je veux dire, Parcoursup fait beaucoup ça. À la fin, t'as ça.
D'ailleurs, à l'université, c'est rude, quoi. Je veux dire, il y a ceux qui feront leur licence et à la fin, ils n'auront rien parce qu'ils ne seront pas sélectionnés en master et puis ils devront faire autre chose, quoi. Mhm. Et donc, en fait, tu baignes dans un système compétitif. Et toi, en tant que chercheur en psychologie sociale ou en psychologie cognitive, enfin, en tant que chercheur qui essaye d'aider des enseignants, tu Mhm. leur dis, faites des activités coopératives. Mais est-ce que c'est pas un petit peu, je vais pas dire se foutre d'eux, mais est-ce que c'est pas un peu mettre un pansement sur une blessure qui est profonde, quoi? C'est-à-dire que la société fonctionne dans un sens et on leur dit: «Créez une micro-société que dans un certain temps et dans un certain cadre qui soit différente de la société réelle», quoi. Absolument, absolument. Et c'est exactement la question que je me pose. Mais du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment cette compétitivité qui est transmise, en fait. C'est ce que je disais, la fonction de sélection de l'école, en fait. C'est bien connu, en tout cas, dans la recherche en psychologie sociale de l'éducation. L'école a double fonction. La fonction de formation, donc de transmettre la connaissance aux élèves, et de sélectionner. Donc, du coup, cette compétition qui se crée avec la sélection, sélectionnée sur la base du mérite. La méritocratie, elle revient toujours. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fonction de sélection méritocratique. Euh, donc, et en fait, c'est là où je me pose des questions en tant que chercheuse, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse. De fait, je pense parce que je suis un peu peut-être trop ambitieuse du fait que je suis jeune chercheuse et voilà. Euh, mais c'est bien de promouvoir la coopération, mais dans un contexte compétitif. Du coup, comment on peut faire? Mais je ne peux pas, encore une fois, et ce n'est pas pour me défaire de la responsabilité, mais je ne sais pas en tout cas comment agir sur le système. En fait, et c'est là où, enfin, je te rejoins tout à fait, hein. C'est que, Céline, elle avait proposé 2 solutions. Elle dit: «Il y a au moins 2 manières pour les professeurs de d'amener les élèves à mieux réussir et à mieux coopérer». Et elle dit: «En fait, probablement que la société n'est pas prête à faire ça» et c'est ça le truc. Ben, c'est ça. Elle dit, par exemple, elle dit: «On sait que globalement, on réussit beaucoup mieux». En fait, on a besoin de feedback. Donc ce qu'on Ouais. fait souvent, c'est qu'on a comment? Pas un QCM, on a un contrôle Mhm. et contrôle, bah, on fait une correction. Le professeur fait une correction. Mais en fait, si on voulait vraiment être sûr d'avoir acquis les compétences, on devrait refaire le même contrôle, une deuxième fois, améliorer ses notes, refaire une troisième fois. Mais elle dit, heu on a essayé de cette proposition, mais déjà les professeurs, enfin les enseignants, ils ont la flemme de corriger 3 fois le même contrôle pour tout le monde, voire même d'aider les élèves parce qu'en plus on peut aider encore plus les élèves en leur faisant Bien remarquer sûr. là où ils ont échoué la deuxième fois, mais ça veut dire reprendre le premier contrôle, les comparer et cetera et cetera. Exactement. Et puis surtout, le problème, c'est que d'une certaine manière, les professeurs et la société, c'est-à-dire aussi les parents, heu Mhm. ils trouveraient ça vraiment bizarre, voire ridicule, de voir que les élèves, heu, ont des notes qui sont, bah, de peut-être 5 à 10, sur 20, puis que le contrôle d'après, c'est plutôt 10 à 15 et que le contrôle d'après, c'est plutôt de 15 à 20 et surtout, on a aussi un problème et moi je l'ai beaucoup vu à l'université, c'est que noter au-dessus de 18 sur 20, c'est pas normal. Enfin, c'est pas possible de noter plus de 18 sur 20. Qui, a le savoir absolu et parfait sur tout, quoi? Et donc en fait, ça veut dire quand même redéfinir ce que ça veut dire être une note. Exactement. Et Et ça, c'est c'est très là où difficile. ouais, et c'est là où il y a les débats, et je pense Céline, comme Fabrizio Butera Ouais. et tous les autres chercheurs de cette bande des chercheurs qui travaillent sur cela, qui vont te dire, c'est comment dire, la différenciation en fait des notations, enfin des évaluations. C'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Donc, lorsqu'on donne les feedbacks, enfin les retours plus détaillés qui sont plus formateurs en fait aux étudiants ou aux élèves, et les notations, enfin les évaluations sommatives, donc les notes, quoi, mettre en place des notes. Et d'ailleurs, c'est ce qui, tu sais, je parle de ça parce qu'en fait, moi, je suis psychologue social de l'éducation, mais j'enseigne, enfin, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, j'enseigne à l'INSPE, donc en France, c'est l'Institut national supérieur du professorat de l'éducation, donc c'est en fait à destination des futurs professeurs des écoles.
Et donc, j'enseigne tout ce qui est la psychologie sociale, éducation inclusive, enfin, tout ce qui relève de la psycho. Et en fait, c'était d'ailleurs il y a un mois, notamment, j'en ai parlé de cette différence des évaluations sommatives et formatives, et en disant que l'évaluation formative qui est plus bénéfique pour la réussite des élèves, pour réduire les inégalités de classe sociale, etc., filles-garçons, etc. Et moi qui est convaincue de cela, parce que les recherches montrent que c'est comme ça, mes étudiants, qui sont futurs professeurs des écoles, en Master 1, qui me disent « Oui, c'est super, madame, mais donc du coup, comment on peut le mettre en place lorsque nous, on sera sur le poste ?» Tu vois, donc encore une fois, je reviens à ma réflexion personnelle que je partage du coup avec vous aujourd'hui. C'est bien beau dire que la coopération, l'évaluation formative, c'est extrêmement bien parce que ça a des effets positifs pour diminuer les inégalités, pour rendre la société égalitaire, etc. Mais on ne peut pas le mettre en place, en fait, parce que le système ne le veut pas. C'est pas possible de le mettre en place dans le système actuel. Ça nécessiterait un changement de système. Exactement. Ouais. C'est la conclusion à laquelle on était quand même globalement arrivé. Dans Profane, donc le travail que je fais actuellement, Profane Transfert, il y a cette idée de non pas former les enseignants en eux-mêmes, mais de former les formateurs aux enseignants. Ouais. Ce qui est assez intéressant parce qu'en fait, eux, c'est aussi les formateurs sont aussi des évaluateurs. Pas tous, mais une grande partie d'entre eux. Donc en fait, si les évaluateurs des formations sont déjà sensibilisés au fait qu'on peut faire autrement et que c'est pas forcément moins bien, on espère que peut-être ça puisse créer un changement un peu plus profond que si c'est que des enseignants eux-mêmes. Bon, on n'en sait rien en fait, parce que et effectivement, on va le voir par la suite de l'article, mais en fait, ça nécessite aussi un changement, en fait, que le changement soit aussi accompagné par les directeurs d'établissement. Exactement. Ceux qui ont du poids, entre guillemets, dans le changement. Oui, mais qui eux-mêmes sont dépendants des académies. Et donc, il faut aussi que les académies soient d'accord avec ces changements-là. Pour que les académies soient d'accord, il faut que. Alors là, du coup, je suis perdue dans l'hiérarchie de l'éducation nationale, que l'éducation nationale. Au bout d'un moment, il faut que les parents soient d'accord. Et ça, c'est un gros problème. C'est qu'en fait, toi, tu vas mettre ton enfant dans une école qui évalue les élèves différemment des autres écoles. Mais du coup, comment tu te compares à eux? C'est-à-dire, quand tu arrives à admission post-bac, comment tu sais que les élèves vont réussir à admission post-bac par rapport à ceux qui sont dans le système qui est un peu différent, quoi. Exactement. Il y a quelqu'un qui essaye de rejoindre la réunion. Ah oui, tu veux dire. L'invité surprise. Ouais, c'est très intéressant. La question que je me pose en fait, c'est à quel point, du coup, tout ça en fait, plus on part sur un niveau macro, j'ai envie de dire, plus ça devient difficile en fait à étudier scientifiquement, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la recherche est focalisée vraiment sur l'individu, c'est que c'est assez facile de prendre, je sais pas, un groupe de 30 personnes et puis changer quelque chose, faire une intervention, etc. Et puis on regarde par rapport à un groupe contrôle. Mais quand on parle d'un système entier, si jamais on ne parle que de je dirais, de problèmes financiers à un moment dans un établissement ou quelque chose comme ça, alors je peux assez facilement imaginer qu'on dit pas mal d'argent et puis vous pouvez mettre le truc en place. Mais quand on parle des représentations, même à un niveau carrément d'une société entière, ça me semble en fait très difficile à étudier. Et en particulier, par exemple, si on parle de l'avantage de la coopération dans des études à l'heure actuelle, sont dans un système lui-même compétitif à échelle d'un pays entier. Est-ce que, par exemple, on peut faire l'inférence que si jamais on se mettait à changer le système et faire tout un système coopératif, que du coup, en fait, l'interaction entre la coopération au sein d'un système compétitif versus un système qui devient lui-même coopératif à échelle macro, est-ce que les résultats seraient les mêmes? Et à quel point, en fait, est-ce que chacune de ces choses peut être suffisamment étudiable et de façon assez solide, en fait, pour demander des changements nationaux, carrément, et d'une façon où, en fait, on a un niveau de preuve qui est élevé. Je me demande si une partie du problème vient peut-être pas de là et de se dire, mais du coup, c'est
c'est que des tentatives, en fait, plus qu'autre chose. Et voilà. Ma question, du coup, c'est à quel point c'est étudiable, quels sont les outils qu'on a à l'heure actuelle, et voilà. En fait, oui, c'est ça. C'est ma question. Les gars, vous m'avez même pas dit, j'ai mis mon microphone USB et c'était pas le bon, et du coup je me mouche en mettant mon microphone éteint, et c'est pas le bon microphone. On s'est dit, c'est pour un accompagnement musical, écoute. J'adore. Merci beaucoup pour votre aide. Donc là, normalement. Non, on t'entend pas. Plus, Ok. Voilà. Ok, vous n'aurez plus ce petit accompagnement musical pour le reste de la suite. Nathanaël, je suis désolé, j'ai dû aller chercher du coup mon paquet de mouchoirs en plus pendant que tu parlais. Il y a un point sur lequel peut-être Camilla, tu voudras répondre par la suite, mais moi, il y a un point ça m'a rappelé un truc, c'est que typiquement, alors je sais pas comment sont financées les écoles primaires, mais typiquement les lycées sont financés par la région. Et je crois que il y a que les lycées ou les collèges et les lycées qui sont financés par la région, et l'école maternelle et le primaire, c'est financé par le département, je sais plus quoi. Mais du coup, il y a déjà aussi cette question-là, peut-être Camilla, tu pourras compléter, mais qui, de ce fait, si tu veux un changement systémique de toute l'école, en fait, tu auras déjà cette limite-là, qui est que, en fait, au niveau financement, parce que tu parlais du financement, Nathanaël, en fait, il faut que des financeurs différents soient d'accord en même temps au sein des mêmes endroits, quoi. Ce qui paraît déjà hyper compliqué dans un tissage comme celui qui est en France, où il y a des départements, des régions, etc. Ouais, mais du coup, pour cela, vu que dans les deux cas, oui, il me semble que, j'avoue, je suis tellement nulle en économie, mais oui, il me semble qu'il y a les financements qui sont différents, que ce soit le primaire ou le collège-lycée. Mais finalement, l'argent, que ce soit pour le collège-lycée ou pour le primaire, ça vient de l'État. Donc, du coup, peut-être c'est. Même si peut-être les financements sont différents, ça, je peux pas vous dire grand-chose parce que j'avoue, je ne sais pas. La directive de l'État doit être la même en fait pour les deux, quoi. Enfin, pour tout. Oui et non, parce que ce que je veux dire, c'est que typiquement, si tu veux mettre en place des expérimentations, en disant, OK, on produit un type de changement systémique en région, je sais pas, au hasard, Puy-de-Dôme. Par hasard. OK, ça change quand même. Enfin, si l'État dit la région Auvergne a tel financement pour ses écoles et le département Puy-de-Dôme a tel financement pour ses écoles, fixe, en fait, ce financement fixe, avec ce même financement, on peut produire des choses différentes. Ouais. Donc en fait, oui, in fine, c'est l'État, mais l'État a des dotations fixes pour chaque département et chaque Oui, bien sûr, région. oui, c'est des enveloppes différentes. Oui, bien sûr. Et par contre, eux sont libres de manière complètement indépendante de les utiliser comme ils veulent. Bien sûr. Et c'est ça le truc qui pour moi rend difficile, c'est que si à un moment donné tu dis, je sais pas, tu as un département ou une mairie ou quoi et que tu dis: «Non, on veut expérimenter ça comme ça chez nous» et que derrière tu as la région qui dit: «Bah nous au niveau du lycée ou du collège on fait pas ça», au final c'est déjà avorté, quoi. Bien sûr. Et c'est ce Et qu'on voit souvent malheureusement sur le terrain, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru, enfin, c'est ce que j'ai pu oui. voir sur le terrain. Avec ça et aussi un autre problème qui est un problème duquel on a beaucoup parlé avec Nathanaël déjà, qui est pas du tout spécifique, à ce champ de recherche-là, c'est l'idée de projet. L'idée de Ouais. projet qui est l'idée de dire, en fait, on va tester un truc dans un temps limité, avec une durée limitée et un budget limité. Le Ouais. problème, c'est qu'un changement systémique ne peut pas être un projet. Si tu Exactement. changes la vision des gens, c'est pour toujours, c'est pas juste pour un temps spécifique et après on reprend comme avant. Exactement. C'est en fait la durabilité du changement et c'est aussi la question que je pense que tout le monde, enfin en tout cas moi je me pose dans mes recherches. OK, même si pour le moment, peut-être avant ce podcast, peut-être après le podcast, ça va révolutionner ma réflexion sur ma propre recherche, je ne sais pas. Mais en tout cas avant, On est là pour ça, Camilla. on va tout changer. Non, mais donc du coup j'ai et ben voilà, j'ai perdu le fil de mes pensées. C'est ça faire les blagues. Non, tu disais parce que par rapport au niveau du projet, du fait qu'il y ait une certaine Ah oui, durabilité la qui est importante. durabilité du changement, effectivement. Est-ce que ça aussi, est-ce que nous, on mesure la durabilité de changement qu'on veut provoquer, même au niveau individuel? Et c'est ça aussi qui a été évoqué chez moi, en tout cas quand j'ai lu l'article, parce que pareil, ils disent le changement systémique, changement de système, etc. Mais encore une fois, la question de la durabilité, enfin le maintien dans la durée en fait de ce changement, quel que soit déjà commencer par individuel, est-ce que ça on le mesure et ça revient à cette limite à la contrainte de limite du projet, budget limité, durée limitée,
territoires, parfois c'est les territoires, limités, Qu'est-ce etc., qui se etc. passe quand un des décideurs majeurs change? Voilà, qu'est-ce qui se passe quand il y a une mutation du chef d'établissement? Qu'est-ce qui se passe quand, Exactement. les parties prenantes qui voulaient, les associations qui vont être, enfin qui vont participer vont changer, que les éducateurs spécialisés, ça va être des éducateurs différents et cetera et Mmh. cetera? C'est ouais, c'est toutes ces questions-là qui se posent question parce que si ça nécessite une formation particulière ou si ça nécessite typiquement que les instituteurs, on leur explique et on les accompagne pour leur Mmh. expliquer comment ça fonctionne dans cet établissement-là, qu'est-ce qui se passe quand ils sont mutés? Est-ce qu'il faut reprendre de Exactement. zéro avec les nouveaux et cetera et cetera? Mais la question peut se poser même au niveau un petit peu plus, enfin un autre niveau, c'est même, sans changement de enfin des décideurs publics, Oui. principaux ou, mutation. Est-ce que, bah, typiquement la question que je me pose, enfin l'année dernière, les 2 années précédentes, on va dire, parce que ça a duré 2 ans, nous avons mis en place, dans mon institut, nous avons mis en place, enfin dans le cadre d'un projet, une formation à l'éducation inclusive à destination des enseignants et des professionnels du médico-social pour initier la collaboration entre les deux au service de l'éducation inclusive. Donc, là, pour l'instant, bon, je ne vais pas vous spoiler avec les résultats parce que je suis en train d'analyser du coup les effets de cette formation sur les fameuses attitudes et intentions comportementales des enseignants. Mais quoi qu'il en soit, supposons, j'espère qu'il y aura un effet positif parce que c'est quand même pas le but, mais cet effet positif, là, on a changé les attitudes des enseignants envers l'éducation inclusive, super, ils pensent de manière très favorable qu'il faut inclure tout le monde, qu'il faut discriminer personne, etc., etc., super. Mais comment je peux être sûre que cette représentation va rester la même, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, sans prendre en compte forcément le changement politique, tu vois? Oui et il y a aussi le point parce que tu viens de m'y faire penser aussi dans ton discours qui est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc là, vraiment au Exactement. niveau beaucoup plus haut, c'est de se dire, bah, en fait, on a quand même l'impression que les ministres de l'enseignement veulent un peu marquer l'histoire en Mmh, réinventant la roue dès qu'ils arrivent et que ouais, finalement, bah, s'il y en a un qui dit: «OK, on va impulser un changement systémique», mmh, bah, si c'est pour que le suivant, quelques années après, 5 ans après, mais s'il y a un changement comme on les connaît, ça peut être plus tôt que 5 ans après, il dit: «Bah, moi aussi je veux faire un autre changement systémique», au final, il y a pas de changement. Il y a une bah oui, continuité dans une apparence de changement. exactement. Donc du coup, il y a un changement un petit peu plus global, dans la je sais pas en fait, c'est en fait enfin finalement là c'est enfin je pense que la discussion elle prend un peu la tournure très compliquée dans le sens, mais en fait de quel changement on parle? Oui, bah, c'est qu'en fait, on a quand même l'impression que c'est surtout ouais, je vais le dire, mais il y a quand même un aspect marketing de la part, de ceux qui sont tout en haut, de dire: Mmh, «En fait, il y a des changements, en fait, c'est des changements en apparence». Parce qu'au final, cet aspect compétitif, cet aspect méritocratique, cet aspect, on laisse l'école, faire briller les dominants et écarter les mmh mh. dominés, il reste toujours là. Et nous, on Exactement, observe avec nos méthodes d'observation. exactement. Et d'ailleurs ça me fait penser aussi au fait que, bah d'ailleurs pareil, j'ai en lisant l'article, mais en fait nous, on veut enfin nous, oui nous les chercheurs, en tout cas en psychologie, ou en psychologie sociale, on veut changer le système. Mais est-ce qu'en fait enfin, mais là, c'est la question un peu très naïve peut-être, mais est-ce que le système veut être changé? Ouais. Et ça pose Du ça coup pose effectivement cette question-là de est-ce qu'il y a pas un conservatisme inhérent, au domaine de l'éducation? exactement, parce qu'on sait très bien que ces mêmes, croyances à la méritocratie scolaire, alors je ne sais pas comment le traduire exactement en français, mais c'est ce qu'ils disent, les mythes légitimateurs. Ouais. Ça permet du coup justifier ces inégalités-là et enfin, en fait, ouais, c'est ça qui est intéressant en fait dans la réflexion, qu'on peut avoir, quoi. Moi, ça me fait aussi beaucoup penser donc bon, je suis désolé, je vais beaucoup citer Céline, mais moi, c'est ce que je connais, c'est Céline, hein, je connais personne d'autre, En même temps, ouais. méritocratie scolaire, Céline, hein, c'est Qui disait effectivement, quand ce qu'on observe, hein, c'est que ceux qui réussissent à l'école, sont ceux qui disent: «Bah, c'est vachement bien l'école». Mmh mh. Et du coup, ceux qu'on n'entend pas, c'est ceux qui réussissent pas à l'école et eux disent: «Bah, Bien c'est sûr. vachement pas bien l'école», mais on les écoute pas. Bah, bien sûr. Et de même, enfin, les élèves et les parents. Et les élèves une fois qu'ils sont devenus adultes, qui du coup deviennent Mmh des mh. parents, qui légitiment l'école telle qu'elle est, et donc c'est enfin, je trouve que la question que tu poses,
est-ce que c'est pas finalement la question fondamentale, quoi? Tu dis: «C'est une question naïve», mais c'est peut-être la question fondamentale qui est: «Mais en fait, est-ce que le système veut changer?» C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, de manière un peu comme, liberté, égalité, fraternité, quoi, Ouais, OK, c'est des beaux mots, mais est-ce que vraiment on y fait quelque chose? OK, on veut de exactement. l'inclusivité à l'école, mais est-ce que c'est pas juste des beaux mots pour dire que nous, on est un bon pays qui est inclusif, alors qu'en fait, dans les faits, on veut pas d'inclusivité. On veut que les élèves blancs dominants dont les parents ont réussi, qui financent aussi l'école avec leurs impôts, aient des enfants qui réussissent, Voilà, à qui restent l'école, entre quoi. eux, bah, du coup, les autres restent entre eux, quoi. Ouais, c'est Et bah, pareil, parce que super. si tu demandes, je reviens à cette méritocratie, mais c'est, pareil, tu demandes à quelqu'un qui a réussi, enfin là, du coup, je vais partager un peu l'expérience personnelle. Je sais pas si c'est permis dans le cadre de podcast, hein, Bon, mais alors non, on l'a jamais fait, hein. ah ouais? Ah mince. Vas-y, vas-y. En fait, avant de travailler sur la méritocratie, bon, il y a quelques années, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à toutes ces thématiques-là, je ne comprenais pas pourquoi, donc du coup, notamment Céline Darnaud et Michael Jury, c'est avec Michael Jury qui j'ai commencé à travailler sur la méritocratie, qui disait qu'en fait la méritocratie n'existe pas, ou enfin les conséquences de la méritocratie sont négatives sur la réussite De la méritocratie ou de la croyance en la méritocratie? de la croyance en Ouais. la méritocratie. Ouais, la croyance, c'est vrai que tu as raison, il y a un Mmh. prescriptif et descriptif. Euh, et en fait, c'est pour revenir à ce que tu disais, parce que ça m'a fait écho à cela. Quand tu dis les enfants qui réussissent à l'école disent que l'école c'est bien, et ben en fait, c'était pareil pour moi pour la méritocratie. Pour l'histoire personnelle, enfin voilà, je viens d'une famille des professeurs, et donc du coup, quand Michael m'a demandé, il m'a dit bah pourquoi tu as réussi à faire une thèse? Je lui ai dit bah parce que j'ai bien travaillé. Eh ben carrément, bien méritocratique. Et bah c'est exactement, et c'est là où ça m'a fait penser. Elle me dit bah oui, mais il n'y a pas que ça peut-être. Je dis quand même, j'ai bien travaillé, j'ai bien posté, j'ai mérité. Donc en effet, c'est compliqué de changer. C'est compliqué de changer cette représentation dominante. Oui, parce qu'en fait, Bon, c'est des personnes qui ont réussi et qui disent: «Bah, si j'ai réussi, c'est que j'ai bien travaillé». exactement. Mais sauf que ceux qui du coup qui n'ont pas réussi, déjà est-ce qu'on leur demande, et Ouais. est-ce qu'on leur laisse là du coup la place à leur Et femme. puis, on a aussi cette tendance, à l'inverse, quand il y a des personnes qui viennent de groupes dominés et qui réussissent, de les glorifier. On dit Ouais, et aussi de les exemplifier. C'est ça le terme que je voulais dire. C'est de dire: «Bah, vous voyez, il y en a un qui». exactement. Tu là: «Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a qu'un. C'est Il y en ça. aurait plus». Exactement, ouais. Mais du coup, ouais, Est-ce qu'on glorifier a un ouais. des exemples interculturels comme ça de sociétés qui croient significativement moins en la méritocratie, où on pourrait commencer à se demander quels sont les effets justement sur le système éducatif et sur l'inclusivité? Ou est-ce que à l'heure actuelle, tous les pays au moins comparables, on va dire un peu au niveau de leur structure éducative, tous les pays occidentaux ont en fait la même croyance en la méritocratie? Ah, ça, c'est une très belle question. Laquelle, du coup, si on le fait, enfin, je sais pas, Adrien, si toi, tu as une réponse pour ça ou Bah, pas? moi, je vais être assez naïf, sur ce sujet-là, mais quand on écoute aussi certains, enseignants très âgés, Mmh. c'est-à-dire ceux qui étaient enseignants avant qu'on parle de tout ça. Ouais, Moi, j'ai quand même cette impression qu'en fait, le fait de ne pas être conscient de ça, fait qu'en fait, c'était déjà, en fait, plus inclusif. Dans le sens où, bah, en fait, tu avais tes élèves et tu avais pas d'éducateur spécialisé et tu avais pas d'enfants à besoins spécifiques et donc en fait, tu devais gérer ta classe avec toutes leurs spécificités à eux et donc ouais, tu attention. peux pas, et alors c'est un exemple personnel, mais j'avais Ouais. quand même l'impression que, le fait que alors, tous les professeurs ne sont pas identiques et à mon avis, Oui, tous bien n'étaient sûr. pas aussi, bons avec les élèves que ceux que je connaisse. Mais eux disaient: Mmh. «Mais en fait, on devait tenir notre classe et on faisait réussir au maximum tout le monde, même si on savait très bien qu'il y en avait qui avaient beaucoup plus de difficultés que les autres, mais on essayait de les Mmh. intégrer au mieux». Donc est-ce que, enfin, je dis pas que c'est une mauvaise chose de mettre des mots là-dessus et d'aider des élèves en difficulté et cetera. Mais est-ce que finalement, bah, c'est ce que dit l'article aussi, hein, c'est que finalement avoir ces éducateurs spécialisés, c'est aussi une manière de marginaliser des personnes. Donc il y en a qui ont vraiment besoin d'aide et puis il y en a qu'on marginalise parce que c'est plus facile pour le système de les marginaliser. Donc Mmh. peut-être qu'à l'époque où il y avait moins, ces soutiens-là, bah, ça permettait d'être un peu plus inclusif finalement.
question que je pose comme ça. Alors oui et non, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, donc dans la question de l'inclusion, et là du coup je sors un peu le cadre législatif que je n'arrête pas à rabâcher avec mes étudiants, c'est en fait l'éducation inclusive en France en tout cas, et ça, ce qui du coup ça fait écho à ce que tu dis aux enseignants, enfin quand tu parles des enseignants très 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 âgés, en fait l'éducation inclusive en France c'est très très récent. Enfin, bon, pour toi l'article de 2015 c'est très vieux, mais sur l'échelle historique du coup, Oui. la première loi on va dire qui met en place le mot éducation inclusive, enfin même pas le mot, mais voilà le principe de l'inclusion, ça date de 2005. Wow. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y avait un changement de paradigme, donc il y avait un changement systémique en fait. Donc, on revient à ça, il y avait un changement de paradigme de la réflexion à partir de 2005. Bon, on est toujours dans ce changement-là pour l'instant, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est-à-dire que les enseignants très, 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 très âgés, donc j'imagine bien qu'ils ont exercé avant 2005, peut-être l'inclusion n'existait pas. Donc, du coup, c'est-à-dire que les élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap n'ont pas été inclus, tout simplement. Ils étaient, du coup, c'est ce qu'on appelle, bon, la ségrégation a eu lieu avant, bien avant, mais séparés, du coup, ils étaient dans les écoles spécialisées. Donc, peut-être il y a ça aussi, tu vois. Ouais. Oui, mais pour ce qui est des élèves qui font partie des groupes minoritaires, qui donc, eux, n'avaient pas d'handicap, c'était surtout de ceux-là dont je parlais, qui, eux, peut-être, étaient plus facilement inclus à ce moment-là. Ouais. Mais du coup, pour revenir à la remarque de Nathanaël, parce que Nathanaël, du coup, j'y pense en fait, c'est plus sur la comparaison interculturelle de la méritocratie, quoi. En fait, je crois que la question, c'est surtout de se dire, est-ce qu'il y a des exemples de sociétés qui sont plus inclusives parce qu'elles ont plus travaillé sur ces questions-là? Bon, moi, évidemment, je dis peut-être les pays nordiques, mais en même temps, tout le monde dit les pays nordiques, c'est vachement bien. Et puis, en fait, quand tu mesures, c'est pas forcément si bien que ça. J'en sais rien. Et ben en fait, on revient toujours à cette importance de changement systémique. Et encore, je ne suis pas du tout juriste, hein, mais c'est ce qu'en fait, je n'arrête pas à répéter à mes étudiants, c'est qu'en fait, oui, si on parle de l'inclusion telle que moi je l'entends en tant qu'éducation inclusive, par exemple, oui, l'Italie, qui est un pays pas bien loin de la France, eux, en Italie, ils ont commencé la politique de l'inclusion dans les années 70. Donc, en fait, là-bas, le changement a eu déjà dans les années 70. Et donc, du coup, alors qu'en France, je reviens à mon discours d'avant, 2005. Bon. Et donc, du coup, en effet, les attitudes des enseignants, enfin, l'inclusion en tout cas, elle est plus forte. Enfin, on va dire les élèves à besoins éducatifs particuliers sont mieux inclus en Italie qu'en France parce que le changement a eu lieu avant. Donc, du coup, encore une fois, ça prouve en fait l'importance de changements systémiques, là, du coup, par la législation. Ça veut dire quoi, sont mieux inclus? Enfin, qui sont plus inclus. Excuse-moi, pas mieux inclus, mais qui sont plus inclus. En France, on a encore, mais bon, ça reste. On a encore certaines résistances et réticences à l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais bon, ça, c'est un sujet tout un autre podcast sur l'éducation inclusive. Tandis qu'en Italie, il y a beaucoup moins de réticences et il y a plus d'inclusion. Mais du coup, ça veut dire quoi plus d'inclusion à ce niveau-là? En fait, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu plus de moyens qui ont été mis sur de l'inclusion? Est-ce que ça veut dire que les parents acceptent plus des élèves qui sont différents? C'est vraiment la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je pense que c'est au niveau du changement comportemental parce que l'éducation inclusive, n'importe quelle pratique en fait, ça demande un changement comportemental. Parce que avant 2005 en France, les enseignants n'ont pas été formés à inclure tous les élèves dans le système ordinaire. Ouais. Donc du coup, c'est pourquoi on galère un tout petit peu en France parce que ça implique le changement assez important parce que c'est tout récent. Tandis qu'en Italie, le changement a eu lieu dans les années 70. Donc ça, c'est depuis 50 ans plus que 50 ans, que cette politique existe. Donc du coup, c'est plus dans ce sens-là. Après, je ne sais pas au niveau des moyens, encore une fois, je ne connais pas le budget alloué à l'éducation inclusive en Italie. Mais en tout cas, ça, ce qui a été étudié et discuté par les chercheurs en psychosocial,
Ouais, en fait, ce qui serait vraiment hyper intéressant, ça serait de voir aussi le changement de l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion publique, quoi. C'est-à-dire Bien sûr. les parents d'élèves, quoi. C'est de se dire en quoi il y a une vraie différence dans la représentation qu'on a de l'inclusion à l'école entre la France et l'Italie. Ouais, Mm. idée Camilla, si tu veux faire un projet de Allez, on recherche, va faire voilà. un grand projet à notre prochaine international. Ouais, c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant. Et du Mm. coup, les pays nordiques, on sait pas trop. Alors, non, et tu pas le premier à me poser cette question, et on parle toujours des pays nordiques. Donc, je pense qu'il faudra que je m'y penche un petit peu sur cette question-là. Mais je pense qu'on a tellement de boulot en France que je pense pour l'instant, je reste sur le contexte français. Ouais, en gros, enfin, la question effectivement que je me pose, c'est d'avoir, si on a des exemples d'endroits où ça a bien marché, et de se poser la question de comment historiquement ça a bien marché, ça peut aussi donner des pistes sur comment on pourrait faire pour que ça marche. Enfin, en Bien fait, sûr, apprendre aussi. des erreurs qui ont été faites ailleurs Exactement, pour la France, c'était un peu. exactement, ouais. Puis effectivement, si l'Italie, il y a eu des années et des années Ah oui, de changement, ça permet, enfin, ouais, connaître le contexte historique, ça permettrait d'améliorer beaucoup les choses. exactement, ouais. Ouais. On retourne à l'article. Bon, j'avais pas noté beaucoup de choses en plus. En fait, là, arrive le moment, donc bon, je suis page 133, le moment où il parle justement de c'est quoi une réforme systémique. Et en fait, on a Mm, beaucoup parlé, hein, de changer le système, qu'il faut changer les représentations des chefs d'établissement, mm. des académies, etc. Des décideurs. Ici, comment, là, il y a la définition pour eux. La réforme systémique, selon les auteurs, c'est un changement de philosophie qui permet de réfléchir, repenser et restructurer le fonctionnement de l'éducation. C'est-à-dire repenser la nature de l'apprentissage, qu'est-ce que ça veut dire apprendre, et la nature de l'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire enseigner, et quelles sont les relations éducatives et les relations entre la communauté autour de l'école et la communauté au sein de l'école. Mm, En disant qu'il faut des écoles qui sont socialement justes, donc là c'est le contraire de l'égalité, il faut qu'elles produisent de l'égalité, mm, et que tous les étudiants puissent avoir une instruction de qualité. Et ça signifie repenser en profondeur les règlements intérieurs des écoles. mm. Et ça ne marche que lorsque tout le monde se concerte dans un objectif égalitaire, c'est-à-dire les parties prenantes, ceux qui évaluent, ceux qui gèrent et ceux qui implémentent le changement, c'est-à-dire Mm. les enseignants, les administratifs, les formateurs, les parents d'élèves, etc., etc. Exactement. Voilà, en allant à une culture de l'école qui soit plus ouverte, Mm, en favorisant l'amélioration de soi. Donc ça, c'est ce dont on parlait avec cette idée de refaire le même, contrôle enfin, plusieurs fois pour voir l'amélioration d'un individu à travers le temps et non pas faire des évaluations différentes pour trier les élèves entre ceux qui réussissent les évaluations et ceux qui réussissent pas et favoriser la coopération. Mais ça, pareil, hein, favoriser la coopération, ça veut dire aussi avoir des parents qui coopèrent et pas des mm. parents qui mettent leurs enfants en compétition C'est ça. et se poser aussi des questions comme par exemple, quelles sont les disparités qui existent vraiment? Typiquement, bah, il y a des disparités en fonction des genres des élèves, des disparités en fonction des cultures, des disparités en fonction de l'âge, etc., etc. Je n'arrive pas à augmenter ma note, c'est pas grave. Ces disparités, à quels facteurs scolaires elles contribuent et à quoi ressemblerait une école plus équitable? Et ça, je crois que ça fait quand même partie d'une des questions fondamentales de cet article, c'est à quoi ressemblerait une école plus équitable? Est-ce Mm. que c'est une C'est ce école que dans je fais. laquelle il y a un quart des élèves qui ont un éducateur à côté en classe? Est-ce que vraiment Mm, c'est plus équitable ça? mm. Ça pose, enfin, il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense que les réponses, elles se font bah, en mettant tout le monde à réfléchir ensemble, quoi. Mm. Voilà, que veut dire apprendre? Quel est l'objectif de l'école? Quelle est la responsabilité et le rôle des éducateurs dans l'école et des enseignants dans l'école? Et je crois que justement, on en a un petit peu parlé, mais je crois qu'on leur donne trop de responsabilités, où on perçoit qu'ils ont trop de responsabilités par rapport à ce qu'ils en ont réellement, parce qu'en fait, ils ont aussi plein Voilà. d'injonctions. Ouais, plein d'injonctions, des injonctions de la part des académies, de l'injonction de la part aussi du ministre, des injonctions de la part des parents qui leur demandent d'enseigner d'une manière et pas d'une autre, etc., Mm. etc. L'allocation des ressources aussi, et notamment, bah, ça aussi, ça fait partie des questions. Les programmes scolaires, les dates et la durée de l'école, les devoirs à la maison. Voilà, le fait typiquement que dans certains pays, bah, on commence plus tard, ou on a les après-midi de libre, ou etc. Est-ce que ça Mm. permet pas aussi d'inclure plus d'élèves?
Exactement. des Donc, du élèves qui coup, ça fatiguent revient plus à vite. dire que c'est les enseignants qui sont les acteurs clés, et ça, par contre, personne ne dit le contraire, les acteurs clés de ce système-là sont tributaires du système. Eh beh, oui, eh Mmh. oui. Mais en fait, il y a aussi cet aspect dont on n'a pas trop parlé, mais il faut aussi qu'on aborde ce sujet qui fâche, c'est que l'école, c'est aussi une garderie pour parents qui travaillent. Mmh. Et que du coup, bah, dire, bah, en fait, pour être plus inclusif, il faut aussi respecter les besoins des enfants en les emmenant un peu plus tard à l'école parce qu'ils ont besoin de dormir et en les récupérant plus tôt, parce qu'ils ont besoin de faire des activités physiques pour bien se développer. Mmh. Ça veut dire des parents qui travaillent moins et Ouais. ça, c'est difficile à entendre aussi de la part d'un système. Ouais. Et le fait que, pour effectuer un changement systémique, on peut pas faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire des interventions de changement d'état d'esprit, des interventions d'attitude et il faut Mmh changer tout mh. en même temps. Il faut changer tout en même temps, c'est-à-dire la vision des profs, la vision des chefs d'établissement, la vision des parents, la vision des financeurs et que tout le monde pense en même temps: «Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement?» et Mmh. ça, c'est compliqué de les avoir tous, à la même table et tous en train d'agir en même temps Ouais. Marrant, et ouais. tout ça, ça me rappelle vraiment beaucoup de débats sur le changement de système scientifique aussi. Bah, qui est un changement, enfin, peu importe le changement, en fait, finalement, un changement de système, quoi. Ouais, ouais, finalement, on a un peu le même problème en sciences aussi, hein, quand on essaie Mmh. même, alors même qu'on est tous justement directement impliqués dans enfin tout le monde est d'accord hein, dans le monde scientifique déjà de base qu'il faut un changement du système. On n'arrive pas à se mettre tous en mouvement simultanément et c'est extrêmement compliqué. Et on est dans une situation où globalement tout le monde est d'accord. Et, euh, et du coup, dans un système qui est peut-être moins unanime, forcément, puisque déjà il y a des acteurs niveau supérieur qui n'ont pas forcément envie de changer les choses. Et puis, je Mmh. pense qu'il y a probablement une plus grande diversité d'opinions sur ce qui devrait changer, comment est-ce que ça devrait changer, etc., etc. Ça semble être un souci vachement épineux, quoi. Peut-être irrésolvable, en fait. Un petit peu. Ouais, moi je sais pas si beaucoup de gens sont d'accord en science sur ce qu'il faudrait faire, hein. Bah, même s'ils sont d'accord, est-ce que, enfin, ouais, je sais pas la proportion non plus, je sais pas, mais en fait, moi, du coup, ça me fait penser à tout ce bah, du coup, on est parti du tout de l'école à la science, mais c'est la discussion qu'on a eue lors d'une table ronde à laquelle, d'ailleurs, Nathanaël, tu as participé, je pense que tu vois à quoi j'arrive là. Ouais, C'est, en fait, donc, c'est tout ce qui est les open science, les pratiques de recherche ouvertes et transparentes. Enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue que c'est. Alors, attention, pour être très politiquement correct, c'est bien de faire la science ouverte et transparente parce que voilà, ça améliore la qualité de la science, etc., etc. Mais ça implique un changement comportemental, un changement dans la perception que, en fait, c'est plus slow science. Mais sauf que on est tellement tributaire du système dans le sens, enfin, en tant que chercheur et chercheuse, que en fait, plus on publie, plus on est, enfin, on n'est pas non plus aux États-Unis ni en Angleterre, mais par exemple, pour avoir un poste de MCF, bah, tu es obligé d'avoir des publications pour augmenter dans le grade, etc., etc. Et en fait, donc, tu es obligé d'avoir les publications enfin, le nombre de ces publications ne sont pas permis par la science ouverte, donc slow science. Donc, en fait, oui, en fait, on est, Bah, on est exactement avec ce problème de notes. ouais, Les notes ouais, des élèves, décident de leur rang hiérarchique dans la société, bah, les publications décident du rang hiérarchique des chercheurs. exactement. ouais. Donc Alors en qu'on fait, sait il très bien faut que c'est pas bien, enfin c'est pas bien. C'est comme les notes, comme ça, les notes chiffrées, c'est ce que j'appelle les notes chiffrées. Ce n'est pas un bon effet, enfin ça n'a pas un bon effet sur les inégalités, enfin sur les inégalités sur le coup. Comme voilà la course après la publication, enfin c'est pas du tout ce qui préconisait maintenant quoi. Enfin, Ouais, exactement. ouais, point ouais. de vue de Ah pratique ouais, de recherche. c'est pour ça que j'aime bien je trouve le parallèle entre les deux assez Et pertinent. puis et puis le fait qu'effectivement, les pratiques de sciences ouvertes sont des pratiques de coopération, parce qu'on va Exactement. partager Ouais, des méthodes, on va Collaboration. partager alors qu'on est dans un système ultra compétitif, comme à l'école. Exactement. Bah, tout à en fait. fait, c'est pour ça cet article-là, j'ai trouvé très intéressant, au-delà du contexte de l'éducation, parce que du coup, ça applique en fait au changement dans tous les sens, quoi, dans tous les domaines. Enfin, je trouve en tout cas. Ouais. Ah ouais. Mm. Alors je continue parce qu'en fait arrive là
comment je pourrais dire, le point central finalement de l'article. Donc il dit d'abord que le changement systémique, c'est pas en tout ou rien, c'est un processus incrémental dans lequel on essaye, on fait des erreurs, on corrige, Mm. etc. Et selon Horn et Carr, 2000, il faut en moyenne 5 ans pour avoir les effets d'un changement systémique. Ça veut dire que pendant 5 ans, tu fais le changement, tu es dans le changement, mais ça ne produit pas ça ne produit pas les effets attendus, quoi. Donc c'est quand même assez fou de se dire, en fait, on peut pas. Typiquement, quand tu as des projets de recherche en 2 ans, 3 ans, Mhm. en fait, ça fonctionne pas. Il Mais faut c'est ce du que tu temps disais en long. fait pour la durée Ben oui, contrainte, enfin limitée des projets en fait. ben oui. Et puis il faut une acceptation de l'erreur. C'est-à-dire, C'est il faut ça. accepter de dire, en fait, on a produit dans le règlement intérieur de l'école ou dans la relation parent-élève ou dans des changements qui n'étaient pas forcément bons, donc on rectifie l'année d'après. Mm. Et ça, c'est dur à entendre. Mm. Et c'est d'autant plus dur à entendre que les parents étant en compétition extrême les uns avec les autres, ne peuvent pas accepter qu'on leur dise: en fait, on s'est trompé dans l'implémentation de quelque chose avec votre enfant qui, Mm. du coup, pourrait être en difficulté pour les prochaines années parce qu'on a fait des choix». Mm. Parce que le système est compétitif. En fait, Parce on que revient toujours au système, quoi. parce qu'en fait, si on teste dans une école, ça va être au détriment des élèves de cette école par rapport aux écoles autour qui, elles, ne testent pas ça. Mm. Potentiellement au Heu, détriment, parce que ça peut aussi avoir des effets très, très bénéfiques aussi, non? en fait, probablement qu'au début, au détriment, même si effectivement, pour les élèves 5 ans après, ce sera probablement au bénéfice. Et Oui, du tout coup, à la fait. première année, probablement au détriment. C'est ça le truc. Mm. Du coup, c'est encore plus dur d'impulser le changement. C'est vraiment ça le truc. Ouais. Euh, et le changement systémique ne peut pas fonctionner s'il est perçu comme changeant qu'un aspect du problème. Il aura beaucoup plus de chances de fonctionner si les parties prenantes comprennent que le changement touche de nombreux problèmes d'inclusivité. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est que, bon, si tu dis, on fait un changement radical à l'école juste pour que des personnes de groupes minoritaires soient mieux inclus, clairement, les personnes de groupe majoritaires, ils ne voudront pas changer les choses, quoi. Ah non. Donc il faut aussi leur montrer que ça a des effets bénéfiques pour eux. Mm. Ce qui, je Ah oui, crois, les un impliquer, problème, quoi. hein. Mm. Les impliquer et puis vendre le projet, quoi, quelque Bah part. ouais. Mm. Et que l'objectif d'un changement systémique, c'est pas de corriger un problème, mais de modifier la philosophie de l'école. Et c'est là Mm. où arrive le point central, c'est que pour faciliter le changement systémique, on peut utiliser ce qu'ils appellent des consultations organisationnelles, c'est-à-dire Ouais. utiliser des psychologues ou des chercheurs en psychologie pour aider. Donc consultant organisationnel, c'est pour aider le changement organisationnel. C'est-à-dire qu'eux ont des connaissances sur c'est quoi ces problèmes systémiques, sur c'est quoi les parties prenantes de Mm. l'éducation, sur qui va devoir être engagé, qui va devoir participer, qui va devoir collaborer, qui va évaluer les programmes. Bref, ils peuvent faire du consulting et donc être, ce que j'ai appelé un catalyseur du changement, c'est-à-dire pas ceux qui sont pas ceux qui vont changer, mais ceux qui peuvent aider les autres à changer. Mm. Ceux qui vont catalyseurs, c'est ceux qui permettent de faire le changement plus vite. Exactement. Et je pense qu'en fait, c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'ils proposent, littéralement, c'est de redéfinir le métier de psychologue scolaire. Et ça, je Ou trouve de ça chauffeur. ou de chercheur dans le domaine de l'éducation. Ouais, tout à fait. Exactement. Mm. En disant que donc, un changement de philosophie et les idées philosophiques associées à une redéfinition de l'école, ça doit venir des personnes du bas, ceux qui sont le plus près des élèves. Parce que c'est Mm. eux qui savent le mieux comment réduire ces biais. Bien Mais sûr. le psychologue, lui, il va avoir Motivant. comme rôle de faciliter, Mm. et donc en fait de poser les questions. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va être prescriptif, c'est pas lui qui va donner les réponses en disant: «Moi, du haut de ma psychologie d'éducation qui connaît vachement bien la psychologie, j'ai les réponses». Mais ça va Mm. plutôt être celui qui va poser les questions qui dérangent. Typiquement les questions qu'on a posées dans ce podcast. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les notes c'est une bonne idée? Est-ce que finalement la compétition c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que poser des questions qui dérangent pour amener les gens à trouver des meilleures réponses pour leurs enfants ou pour leurs élèves. Mm. Je continue et je crois que j'ai à peu près je continue, mais en fait, il y a quasiment plus de notes. Je pense que tu as tout dit, en fait, hein, enfin, dans les Ouais, grandes lignes. Ouais. et qu'en fait, voilà, il va passer d'un rôle de service direct aux élèves, c'est-à-dire que le psychologue scolaire, Oui. son rôle, c'est quand même d'aider directement des élèves en difficulté, à un rôle distal, donc avec plus de distance, de Mm. consultant d'un système écologique de tout ce qui affecte l'apprentissage des étudiants. C'est-à-dire que son rôle, ça va être d'aider à la réflexion de toutes les personnes qui travaillent autour des étudiants. Ouais. Et donc, il doit être capable non seulement de provoquer des changements de comportement, ce qu'il fait déjà, changer le comportement des élèves,
mais aussi des changements de réglementation et de procédure au sein de l'école. Donc finalement, il doit aussi avoir une voix ou la possibilité de discuter ou de débattre avec ceux qui créent les règlements intérieurs des écoles. Ouais. Ce qui, je crois, aujourd'hui n'est pas trop le cas. Bah, ça dépend en fait à qui ta recherche est destinée, quoi. En fait, finalement. Ouais. Oui, parce que là, tu vas me répondre, Camille, toujours la même chose, c'est que bah moi, je veux bien être un consultant organisationnel de l'école, mais personne ne m'a demandé d'être consultante organisationnelle de l'école. Ah, déjà, voilà, est-ce que l'école veut de moi pour que je le consulte? Parce que moi, je le veux bien, hein, mais voilà. Et deux, ouais, mais en fait, c'est vraiment la réorganisation du métier, en fait. Que je suis pas contre du tout, mais du coup, il faudra qu'on comprenne comment le faire. Et puis, qui veut cette réorganisation? Voilà, c'est ça. Est-ce que les chefs des établissements, en fait, et malheureusement, assez souvent, je rencontre la résistance, pas des chefs des établissements, mais de niveau, on va dire, supérieur, pas des enseignants, hein, pour, par exemple, la mise en place des choses visant à promouvoir une inclusion. Donc voilà, encore une fois, la question qui se pose et qui se posera toujours, est-ce que ce changement est voulu par le système et les représentants du système? Bon, et alors à quoi il sert cet article finalement? Je pose la question comme ça, mais bon, cet article, il nous fait réfléchir un petit peu sur une manière, Pas mal, ouais. oui, une manière de penser le changement systémique. Mmh. Et en même temps, personne n'en veut de ce changement systémique. Et enfin, personne, pas forcément, mais ceux qui Mmh. pourraient impulser ce changement n'en veulent pas ou sont de toute façon réticents. Pour diverses raisons, des raisons politiques, des raisons aussi de conservatisme ou de statu quo. C'est-à-dire, si ça marche, si pour nous ça marche comme ça depuis longtemps, pourquoi on changerait quoi que ce soit? Mmh. Oui, c'est ça. Et puis aussi un problème d'opinion, c'est-à-dire, encore une fois, hein, que si les parents d'élèves ne veulent pas être inclus là-dedans, et qu'on change le système pour eux, ben, le système ne changera pas. Mmh. Et donc, en fait, ouais, ça pose cette question-là. Donc, cet article, il nous dit, et c'est d'ailleurs la conclusion de l'article, j'ai mis une petite note, il dit on parle d'équité éducative avec des problèmes larges de biais dans le système éducatif, et l'objectif de cet article, c'est de proposer un moyen d'empêcher l'école d'être un facteur principal de ségrégation, Mmh. et en même temps, on aime bien la ségrégation. Bah, en fait, pour moi, honnêtement, je sais pas comme pour vous, hein, mais pour moi, cet article-là, il est intéressant dans le sens qu'en fait, il m'a posé plus de questions que j'avais en arrivant à la lecture de cet article. Bah, du coup, c'est cool, hein, parce que du coup, ça me fait voilà, faire travailler ma machine, mais j'ai toujours pas de réponse par contre. Je pense qu'on n'en aura pas. Hein. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. En fait, ouais, En fait, la question qui reste toujours d'actualité, en tout cas pour moi, sauf que vous l'avez résolu, mais c'est comment je peux, en tant que chercheuse en psychologie sociale de l'éducation, comment je peux agir sur le système. Moi, Est-ce j'en que reviens. ça peut Ouais, passer par la communication, par exemple? ouais. Euh, Par exemple, ça aussi d'ailleurs, j'y pensais. Par exemple, non-publication. Euh, je mets en place des interventions, des formations enfin, nous mettons, parce qu'on est en équipe, en place des formations à destination des enseignants. Les résultats sur les effets de ces formations, sur les attitudes et les comportements des enseignants, on publie dans les articles scientifiques qui sont lus par d'autres scientifiques, mais donc du coup, qui n'arrivent pas aux oreilles, ou peu, des enseignants qui ont été destinataires de ces formations. Donc du coup, la communication aussi, enfin voilà, il y a plein de questions que je me pose en fait sur la manière de faire notre métier et ouais, de réfléchir quoi. Oui, alors il y a l'aspect communication auprès des enseignants, encore plus communication auprès des parents d'élèves, c'est-à-dire à la société. À tous les niveaux en fait. Avec aussi cette idée, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'un comme l'autre, mais bon, les enseignants, bon, je ne sais pas si c'est plus que les parents d'élèves ou pas, mais que, en fait, ils adorent avoir du contenu scientifique sur des choses qu'ils peuvent réinterpréter. Par exemple, la neuro. Alors, les neurosciences, ils adorent parce Oui, que, en fait, bah, voilà, typiquement, ils peuvent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils observent en classe, bah, ils peuvent réinterpréter ça en disant: «Oh, c'est de la plasticité cérébrale, oh, c'est» et cetera, et ouais, cetera. ouais. Par contre, le contenu des connaissances scientifiques en psychosocial, c'est un peu différent.
C'est-à-dire expliquer pourquoi il y a des stéréotypes, expliquer pourquoi il y a la menace du stéréotype, Mhm. tout un tas de phénomènes comme ça, et de dire qu'en fait, ça fait partie d'un système social et qu'il faut voir les élèves comme un système social. Mhm. Et en fait, c'est un contenu scientifique. Alors, est-ce qu'il est plus compliqué à comprendre? En fait, je pense qu'il est plus compliqué à s'approprier, peut-être, je pense, et à voir ce qu'on peut en faire. Et j'ai quand même cette impression-là que du coup, ils sont peut-être. Alors, est-ce qu'ils sont moins demandeurs? Je sais pas, mais c'est plus difficile pour eux de se l'approprier, de se dire, OK, on en fait quoi de ces contenus-là, quoi. Oui, mais est-ce que nous, en tant que chercheurs ou chercheuses, on ne fait pas assez d'efforts pour le vulgariser? Ouais. Mais après, tu vois, tu as le Genre, réseau Canopé, typiquement, tu vois. comment? Les trucs genre le réseau Canopé, là, qui fait des Oui, vidéos. ouais, Bon, mais mais est-ce que. Ouais. En fait, il y a cette idée de. Il y a un contenu théorique. Typiquement, tu vois, comment ça s'appelle, les compétences psychosociales. Il y a un ouais, contenu théorique. Mais concrètement, ça veut dire quoi? ouais, Améliorer les compétences psychosociales des élèves. Qu'est-ce c'est qu'on ça. fait en Mais classe? et quelles sont ces Et compétences sociales, quoi? oui, et qu'est-ce qu'on Mm, fait en classe pour développer des bonnes compétences psychosociales des élèves et en même temps, avec les contraintes qu'on a, on n'a pas le temps. mm, Et on n'a pas de moyens pour faire des activités supplémentaires. Voilà. ouais, Moi, personnellement, je pense, alors je lance ça comme ça, mais on va avoir moyen de vérifier, mais ça me semble assez logique. Je pense qu'il y a probablement que l'une des raisons principales pour lesquelles c'est mal approprié, je pense, par les gens, ou en tout cas moins bien, c'est aussi parce que c'est un contenu, en tout cas en apparence, contrairement aux neurosciences, qui est tout de suite beaucoup plus politisé, puisqu'on parle Ouais. directement de réorganiser la vie de la cité, en fait, immédiatement, mm, parce que quand on parle de changer le système, hop, ça veut dire, bah, en fait, voilà, de façon immédiate, c'est politique. Alors que les neurosciences, euh, au moins théoriquement tel que c'est vu, on part du principe que bon bah voilà, si jamais il y a, je sais pas moi, un principe de plasticité cérébrale à l'œuvre, là il y a pas de teinte politique. Et ouais. C'est plus or, concret, en fait. ouais, c'est ça, c'est concret, Mm, c'est perçu comme universel, etc., etc. Alors même qu'il y a beaucoup à ce niveau-là qui sont quand même pas mal de bullshit, hein. Et Mais c'est individualiste. Et c'est individualiste. et c'est C'est-à-dire, c'est individualiste. l'individu qui a ouais, sa propre plasticité cérébrale et qui est maître de ses apprentissages et qui, voilà, c'est ça. etc. Mm, Exactement. Alors que c'est vrai que dès qu'on a un chercheur, même donné à l'appui, du coup, qui arrive en disant là, il faut réorganiser un système, de manière générale, c'est la réorganisation du système à l'heure actuelle, consensuelle au sein des universités, c'est quand même directement quelque chose qui va tourner vers la gauche. Et hop, en fait on part, limite, en fait, on perd immédiatement tout public qui s'identifie pas avec ce Et oui. système politique-là mm, et qui en fait n'écoutera même pas ce qu'il y a à dire. Et donc on est sur en fait encore un autre niveau de système qu'il faudrait changer avant même simplement de pouvoir être écouté. C'est-à-dire déjà avoir au moins un dialogue politique qui soit possible en fait à travers les différentes tables politiques. Et ça, je pense que du coup, ça complique encore le débat encore plus parce que c'est assez difficile de s'extirper de ça, je pense. mm, Moi, je voudrais revenir sur cet aspect, parce que Camille a parlé de communication. mm, Euh, Moi, ce qui me pose aussi beaucoup de questions, du coup, je reviens au tout début de notre podcast avec cet article que j'ai publié sur The Conversation, donc un article journalistique plutôt. Euh, En fait, la question qu'on se posait surtout, c'était pas avant même cette idée de communication, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et typiquement, avec ces questions de nous, en fait, vu qu'on nous laisse assez peu de moyens pour changer l'éducation, on a trouvé notre petite popote qui est faire des interventions. Faire des interventions, ça veut dire quoi? En fait, c'est trouver des moyens en 15 minutes, une demi-heure, de proposer du contenu ou d'amener les gens à réfléchir d'une certaine manière en disant, en amenant avec 2-3 questions ou une petite vidéo ou etc., les gens à se questionner, alors on change leur attitude. Et c'est là où Camilla, toi, tu disais, en plus, on ne sait même pas combien de temps ça change leur mm, attitude. mm. Heu, mais en fait, c'est notre marque de fabrique à nous, les chercheurs en psychosocial. C'est Ah ouais? les petites interventions courtes, brèves, qui sont censées changer des trucs, mais en fait, ça ne change pas le système. Bah Donc oui, mais par finalement, contre, ouais, est-ce vas-y, qu'on n'est vas-y, pas pardon. complice de ce système en faisant ça? C'est-à-dire au-delà du fait de faire enfin, est-ce que, ça légitimise pas le système de dire: en fait, on va faire des trucs pour, accompagner le système, grâce à nos petites interventions? Aux questions polémiques s'il en est.
Ouais, du coup, la question que je peux poser, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, Adrien, mais du coup, la question que je peux te retourner, c'est mais comment, et c'est la question que je pose dès le début, comment, du coup, on peut faire autrement en tant que chercheur et chercheuse en psychologie sociale? Et ben alors moi, je vais te retourner double contre Uno Allez! la question. Non, mais parce que justement, je vois aussi une grosse. Du coup, je parlais des chercheurs en psychosocial, mais je vois cette différence quand même assez marquée avec des chercheurs en économie. Les D'accord. chercheurs en économie, où il y en a quand même, il y a certains groupes de recherche, certains laboratoires qui font des expérimentations contrôlées sur le terrain et qui vont Ouais. être en lien direct avec des établissements pour produire des changements et mesurer, à l'échelle macro ces changements-là. Et je me dis ça, ce métier qu'ils ont, c'est un métier qu'on pourrait avoir aussi. C'est-à-dire que les méthodes qu'ils utilisent à cet endroit-là sont des méthodes qui nous seraient accessibles aussi. Et je comprends pas pourquoi c'est les économistes seuls qui font ça et pas nous. C'est-à-dire, typiquement, des exemples qu'ils font, c'est, projet de recherche, dans cette région, dans ce département ou dans cette ville, on donne tant Mmh. d'argent à des élèves pour la culture ou alors aux parents d'élèves en disant voilà, de manière Mmh. comment on dit? Inconditionnel? Inconditionnelle, merci. Inconsidéré, c'était pas le terme. Inconditionnel, on donne 1 000 € aux parents en début d'année pour Oui. les élèves. On observe le changement dans le parcours de l'élève les 3, 4 prochaines années. Pourquoi c'est les économistes qui font ça et pas les chercheurs en psychosocial? C'est de la enfin, on n'est pas dans de la psychosociale pure, mais il y a des variables psychosociales à aller voir là-dedans et ça me pose Ouais, question. ouais. Est-ce que c'est pas propre à chaque discipline Mais et de la pourquoi c'est pas méthode? notre discipline? C'était ça ma question vraiment, c'est pourquoi en Ah oui, fait, ça oui. c'est leur discipline et pas la nôtre? Mmh. Et j'ai l'impression que on s'est c'est vraiment une réflexion vis-à-vis de ce qu'est la psychologie sociale appliquée au domaine de l'éducation là, hein. C'est que j'ai l'impression qu'on s'est enfermé dans une discipline qui légitime un système en n'essayant pas de faire de réaliser les fondements de notre discipline qui est le contexte social change ce que font Oui. les gens. Mmh. Et nous on dit: «Non mais changeons pas le contexte social, nous chercheurs en psychosocial». Alors que d'autres disciplines comme les économistes, eux, changent ce contexte social. Ouais, peut-être que c'est une question un peu, tu es pas obligé de répondre clairement à à la question, hein, mais Ah ouais, voilà, mais de toute je façon, j'ai pas de réponse, hein, j'ai pas de réponse parce que là, tu m'apprends du coup sur l'économie parce que, encore une fois, pareil, je ne connais pas les économistes. Mais, ouais. En fait, enfin, voilà, la seule explication, enfin, l'une des explications que je trouve, c'est qu'eux sont habitués à faire ces mesures enfin, la méthode plus ouais. longitudinale hein, que nous. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, il y a la raison historique, elle me paraît Ouais, c'est évidente. ça. Mmh, Mais ça veut pas dire que c'est une bonne enfin, c'est pas dire que ouais. notre choix historique a été bon. Il faudrait pas repenser ce choix historique justement. Mmh, Et je pense que typiquement cet article-là que tu nous as trouvé, moi ça fait partie des conclusions que j'ai. C'est que peut-être que nous, chercheurs en psychosocial, on s'est enfoncé dans un type de recherche. Alors, ne disons pas que tous les chercheurs en psychologie sociale appliquée à l'éducation travaillent sur des interventions bien courtes. sûr, bien sûr. Mais ça fait quand même partie de ce qu'on vend le mieux et ce qui nous rapporte le plus d'argent de projets de recherche et cetera Mmh, et qui est le plus valorisé aussi dans notre champ de recherche. Alors que c'est ouais. pas forcément la meilleure idée et le meilleur moyen de produire les changements qu'on a envie de produire dans la société. Je pense que oui, et c'est du coup, ça revient aussi à dire à ce qu'ils disaient les auteurs de cet article-là, c'est qu'en fait, en soi, c'est bien d'étudier aussi les changements, enfin, l'influence sur les facteurs individuels tels que les attitudes et les comportements des enseignants, mais ça serait pas suffisant en fait. Donc Ouais. en fait, et du coup, ça revient à la conclusion de l'article. En fait, il faut agir sur tout. Mais sur le papier, c'est bien beau de le dire, mais encore une fois, pratiquement, en fait, sur le pratique, comment le faire, quoi. Et je pense que d'autres Oui, quoi. disciplines scientifiques, comme Ouais, les économistes, sont mieux armés pour le faire parce qu'ils sont peut-être aussi mieux considérés dans la société que nous. ouais. Du coup, là, il faudra initier carrément les collaborations avec les économistes, là. On en connaît à côté de Bah, nous? on Ah non, compte on sur t'aurait toi Camilla, il y en a probablement à Lille quand même. ouais, je vais essayer d'en trouver, ouais. Maintenant que j'ai compris à qui m'adresser pour faire le changement. Camilla, est-ce que tu voulais rajouter, quelque chose sur cet article ou est-ce qu'on conclut là-dessus?
non, je pense qu'on a quand même pas mal discuté. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai quand même un peu triché. J'ai noté mes idées sur le papier avant parce que j'étais un peu stressée pour la discussion. Alors, c'est normal. Mais là, je regarde mon papier et là, je pense que, enfin, en tout cas, moi perso, j'ai évoqué ce que je voulais évoquer. Enfin, en tout cas, ce que la lecture de cet article a évoqué chez moi. Donc, Super. enfin, ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'on le savait tous les trois qu'on n'arrivait pas à trouver la réponse. La Alors réponse. ça, c'est tous nos épisodes. Tous nos épisodes ont conclu par, de toute façon, on ne peut rien y faire, mais c'était intéressant d'en discuter. On aura bien rigolé C'est pendant 2 déjà le heures, c'est premier pas, déjà je pense. ça. Bah, c'est le premier pas. Mais après, par Oui, contre, si l'une des solutions, ça peut être, nous, on a entamé cette réflexion, mais nous, on l'a entamé en étant déjà chercheurs et chercheuses. ouais, Mais est-ce que du coup, ça peut pas être l'une des solutions de proposer cette réflexion dans le cursus de l'université, enfin dans la formation en fait des étudiants dès le début, pour ouais. que il y a déjà enfin au moins ça quoi. Ça peut être déjà ça de Et prix. Hein. moi, je pense typiquement que amener les élèves, de manière générale en psychologie, à réfléchir aux individus en tant que membres d'un système, c'est-à-dire Mm. amener un peu de sociologie dans la Bah, psychologie, c'est ça. c'est hyper important. Ah, mais bien sûr. Même en clinique, c'est-à-dire pourquoi il y a des gens qui ont des troubles mentaux, il y a des gens qui ont des troubles mentaux parce que la société juge que leur manière de faire est un trouble. Mhm. Ouais. Donc du coup, oui, c'est la psychologie sociale. Donc du coup, la société doit être prise en compte. En compte. Exactement. Nathanaël, est-ce que tu veux nous faire une petite conclusion? Est-ce que tu as une autre question, quelque chose à rajouter? Il faut que j'improvise là comme ça une Sinon, je super te fais la conclusion pour. conclusion, mais si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Juste, c'est vrai que c'est marrant d'avoir une discipline qui est la psychologie sociale, du coup. Du coup, je trouve ça amusant de se dire, il faudrait peut-être remettre un peu de social dans la psychologie sociale. Et c'est vrai qu'il y a un shift clair, hein, qui est que et je pense que c'est en partie une question de crédibilité, probablement, sans pouvoir exactement expliquer pourquoi. Peut-être par l'éloignement de la sociologie ou des choses comme ça. Où en fait, finalement, la psychologie sociale, même, euh, est considérée en général comme plus crédible quand elle est, quand elle est teintée je dirais, de concepts qui viennent d'individualisme, Ouais. de concepts qui viennent de psychologie cognitive, choses comme ça. Je veux dire, la psychologie sociale s'est cognitivisée, si j'ose dire, quand même beaucoup, même à travers tous les pays dans le monde. Et Mm. j'ai la sensation que c'est une question, ouais, je sais pas, peut-être de crédibilité. Alors, pour revenir sur l'article, il y a quand même cette idée de le problème du système, on n'arrive pas à comprendre quels sont les facteurs qui créent ces problèmes. Et c'est vrai que quand tu veux faire un papier scientifique, dire il y a plein il y a plein de facteurs qui contribuent à ce problème-là, mais on n'arrive pas à les capter parce que c'est trop complexe, ça fait pas vendre ton papier, quoi. C'est Ouais, vrai je que pense que, t'as ça. ouais, je pense que c'est beaucoup le problème, en fait, hein. Alors que c'est vrai que de l'autre côté, dire bah on a demandé aux enseignants ou on a demandé aux éducateurs spécialisés leur vue sur ou leur attitude ou leur etc. Et donc ça, ce sont des attitudes qui posent problème. Ah là, c'est beaucoup plus clair et crédible et facile à vendre dans un article, Ouais, quoi. et c'est plus concret entre guillemets parce qu'encore une fois, ça revient au fait de dire que quand on parle de changement social, changement systémique, c'est très abstrait en fait. Ouais. Ouais, Donc Et c'est une c'est philosophie, c'est un changement de philosophie. C'est ce voilà, ouais, c'est qu'il est tout à ça. dit dans fait. l'article. Ouais. Mm. Et va vendre ça dans un papier de psychologie C'est ça. sociale qui veut de la scientificité avec des petits tests et des Asonova et c'est C'est très ça, ouais. compliqué. Ouais, Ouais. exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, en fait, Bon, ben, ouais, ça fait penser à changer tout, en fait. Ouais, Pas que sur le on va par changer contre. aussi la manière que l'on a de faire des papiers scientifiques. Ah exactement. ouais, Ouais. c'est ça. Bon, écoute, Camilla, c'était un plaisir de t'avoir avec nous pour ce podcast. Et bah, c'est C'était pareil. super. Pareil pour moi, ouais. Ouais, merci beaucoup. Nathanaël, c'était un plaisir de t'avoir aussi. Surtout qu'on a failli pas t'avoir, donc ça fait plaisir de t'avoir dans ces Effectivement. conditions-là. Merci à vous deux. Et puis, bah, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet épisode. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Répare ta science. À bientôt. À bientôt. Au revoir.